Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de questions écho ce soir, impact économique du vaccin et inflation. La semaine a en effet commencé avec une bonne nouvelle. Enfin, la campagne de vaccination à l'échelle nationale va être lancée plus que quelques jours avant que les premières doses ne soient administrées et déjà des experts évoquent un soulagement chez les opérateurs économiques. Réaction bien sûr prévisible au vu du marasme lié au manque de visibilité sur l'après-crise. Que devrait réellement apporter ce vaccin à notre économie? Nous posons la question à l'universitaire Karim Ghasmi. Il sera également question avec lui de redéfinition du rôle de l'académicien dans la sphère économique post-Covid-19. En seconde partie, un sujet qui nous concerne tous en tant que consommateurs. En 2020, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,7% selon le Haut Commissariat au Plan. Et puis, il y a aussi le plan national de relance. Et là, le risque inflationniste augmente avec cette nouvelle injection de liquidités dans l'économie. Quels sont les scénarios plausibles? Maîtrise de l'inflation ou financement à tour de bras? Yasser Temsamani, économiste et chercheur affilié à l'Observatoire français des conjonctures économiques, nous livre ses pronostics et ses analyses. Bienvenue à tous. Et avant d'établir le contact avec notre premier invité, je vous laisse avec Ala Abnani qui revient dans son récit sur les prévisions optimistes de la direction des études et prévisions financières pour l'année 2021. De grands espoirs pour l'économie marocaine, c'est l'esprit de la première note de conjoncture de l'année 2021, publiée par la Direction des études et des prévisions financières. Cet optimisme est dû d'une part à la pluie abondante de ces dernières semaines et d'autre part au lancement imminent de la campagne de vaccination du pays. En chiffres, la note de la DEPF confirme le redressement graduel de l'activité économique nationale. Pour la pêche, par exemple, le secteur a affiché une évolution favorable au troisième trimestre de l'année, affichant une hausse de 7,7%. La production des phosphates s'est pour sa part améliorée de 5,5% à fin novembre. Idem pour le BTP, la baisse des ventes de ciment s'est atténuée au quatrième trimestre, revenant à moins 1,3% après un repli de 3,7% au trimestre précédent. Pour ce qui est du secteur industriel, il s'est inscrit en ligne avec l'amélioration du taux d'utilisation des capacités de production qui s'est établi à 71% au mois d'octobre et novembre, après 55,7% au deuxième trimestre 2020. D'autres indicateurs devraient virer au vert avec le lancement de la campagne de vaccination nationale. Pour mémoire, le Maroc n'en est pas à sa première opération de cette envergure, puisqu'en 2013, l'État avait vacciné environ 11 millions de personnes contre la rougeole et la rubéole. Et j'ai le plaisir d'accueillir depuis Casablanca professeur Karim Ghasmi, professeur de gestion et directeur du laboratoire d'analyse marketing et stratégique des organisations de l'ENCG Casablanca. Bonsoir professeur Ghasmi. Bonsoir. Avant de revenir sur ces prévisions de la DEPF, cette chute du sujet que l'on vient de suivre, alors selon vous, est-ce une bonne chose que le Maroc n'en soit pas à sa première opération de vaccination massive? Mais écoutez, on est à notre deuxième expérience après ce qu'on vient d'écouter au niveau de votre édito. Ça nous laisse, on va dire, ça nous laisse un petit peu de l'expérience en termes d'apprentissage. Et j'imagine que les choses qui ont été bien faites au niveau de 2013 vont être bien faites, améliorées au niveau de 2021. Et je suis très optimiste par rapport aux efforts qui sont faits et par rapport à cette entame de campagne de vaccination qui va débuter cette semaine. Et votre optimisme a déjà été, en tout cas, exprimé, n'est-ce pas, à travers les prévisions et les projections de la DEPF, de la Direction des études de prévision financière, une DEPF confiante pour 2021. Est-ce selon vous un signe de retour de la confiance? Exact. Alors, le mot est très bien dit. Donc, c'est le retour de la confiance, puisqu'on voit que les indicateurs, ça s'améliore d'une manière graduelle. Donc, on est sur des tendances qui sont haussières du troisième vers le quatrième trimestre, et j'espère qu'ils vont être encore plus vers le premier trimestre. Alors, la confiance est le seul, on va dire, est le seul remède, on va dire, contre cette pandémie d'une manière générale, parce que plus qu'on vaccine,
puisque la population sera vaccinée, puisque les acteurs économiques auront redoré la confiance et puisque l'activité économique aura pris un bon essor. Bon, parce qu'on a du mal quand même à situer dans cette variante de temps quand on pourrait parler au Maroc d'un retour à la normale, bien sûr en prenant en compte que la campagne de vaccination commence incessamment sous très 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 peu. Un retour à la normale, c'est l'événement le plus souhaitable. Donc maintenant, même au niveau mondial, il y a pas des dates, il n'y a pas des jalons qui sont précisés. Donc vous voyez que même au niveau Europe, au niveau États-Unis, au niveau du continent en entier, du globe en entier, il y a du mal à déchiffrer l'horizon du vrai retour à la normale. Et ça, c'est dû tout simplement aux variants qu'on a eu, que ce soit le variant de la Covid-19 anglais, le variant brésilien ou bien le variant sud-africain. Mais le plus important dans ça, c'est pas de chercher une date de retour à la normale parce que ça va venir d'une manière progressive. Le plus important, c'est le retour de la confiance d'une manière au niveau des secteurs économiques en entier, au niveau de l'économie, notre économie en entier, pour qu'elle puisse se redresser. Donc il faut qu'on cherche en premier d'abord tout ce qui est, on va dire, la campagne de vaccination, parce que ça c'est très important. En deuxième lieu, il faudrait que tout le monde y adhère, parce qu'il y a un travail qui est formidable, qui est fait par les acteurs qui sont concernés. Donc il faut que nous, citoyens, institutions, etc., il faut qu'on y adhère à cette campagne. Quand on va adhérer à cette campagne, il y aura un retour à la normale d'une manière graduelle pour retrouver l'économie et retrouver la vie en général d'avant la Covid-19. Oui, alors c'est très bien. Donc la confiance, bien sûr une bonne campagne agricole, de bons chiffres attendus pour 2021. Il y a autre bonne nouvelle, notamment après cette crise Covid-19. Vous avez parlé d'impact positif, bien sûr. Il y a cet impact positif relatif justement au monde académique. Aujourd'hui, plus que jamais, l'importance de la recherche et développement et on a l'impression assimilée par les pouvoirs publics. Alors, selon vous, est-ce que cet axe-là de recherche et développement a de véritables chances d'être développé ou c'est juste accompagnateur de cette crise sanitaire que l'on est en train de vivre? Est-ce que selon vous, il y a des signes annonciateurs de cette tendance à développer la recherche et développement ici au Maroc? C'est une très bonne question, madame. Et moi, comme étant directeur du laboratoire au sein de l'INCG Casablanca, euh, sincèrement, notre rôle, c'est aujourd'hui, si on veut faire une évaluation, et on va pas se dévoiler la face, si on veut faire une évaluation, notre recherche, que ce soit académique, que ce soit, on va dire, tournée vers l'industrie, elle a eu un impact minime par rapport à d'autres pays. D'autres pays comme des pays, je prends le cas de la France ou je prends le cas d'autres pays au niveau du continent européen, ceux qui sont mitoyens à nous. Aujourd'hui, il faudrait une vraie évaluation, il faudrait une vraie réévaluation de l'apport de la recherche scientifique marocaine par rapport à des problématiques de fond. Et ces problématiques de fond qu'on est en train de vivre, par exemple la Covid-19, c'est une problématique de fond qui nous a touchés et qui a montré un petit peu la faiblesse de la recherche marocaine en termes d'impact par rapport à trouver des solutions ou bien à trouver des remèdes. Alors, ça d'un point. Deux points. Le deuxième point, le plus important pour moi, c'est le rôle des instituts de recherche et des bailleurs de fonds en termes d'accompagnement des laboratoires et d'accompagnement des chercheurs. Donc, il faudrait une vraie réévaluation de notre système de recherche scientifique parce que si on ne le fait pas aujourd'hui, il est temps de le faire. Si on ne le fait pas aujourd'hui, on va rester toujours tributaire de producteurs de connaissances, de producteurs de recherche scientifique. Et vous le voyez, on a attendu pas mal de temps pour avoir nos vaccins, sachant très très bien qu'on on a des chercheurs marocains qui sont très forts, on a des chercheurs marocains qui sont à l'international avec une grande compétence et qui sont capables,
et qui sont capables, moyennement une infrastructure très bonne, moyennement Oui, une mais implication très l'infrastructure bonne, demande de pouvoir. oui, c'est bien que vous l'ayez signalé, il demande une infrastructure. Or, les budgets, justement, qui sont alloués par les grandes puissances mondiales envers cette recherche et développement sont conséquents et sont très, très grands. Est-ce que vous Exact. pensez, aujourd'hui, le Maroc, capable, de par, bien sûr, ses avoirs économiques, capable de développer davantage cette recherche et développement pour, comme vous le disiez si bien, atteindre cette souveraineté pharmaceutique, médicale ou autre relative à la recherche? Exact. On est très bien capable. Vous le dites très très bien, la part des budgets de recherche et développement au niveau des pays qui ont compris la valeur ajoutée de la recherche, il est élevé. Maintenant, il n'y a pas uniquement que ça. Le financement, on peut le trouver. Le financement, on peut le trouver si on fait un très bon partenariat. On ne va pas uniquement demander à l'État de financer la Très recherche bien. scientifique. Il y a aussi l'intégration avec le monde économique, avec le monde professionnel pour avoir une nette part de l'implication du professionnel vers la recherche scientifique. Et les gens, et aujourd'hui, et pas pour demain, aujourd'hui, il faudrait qu'on s'attarde sur ce dossier-là. Il faudrait mettre une volonté politique, il faudrait mettre une volonté des différents acteurs pour pouvoir rehausser notre capacité de production de la recherche scientifique. Le financement, on peut l'avoir. Le financement, on ne va pas uniquement chercher le financement à partir de l'État, parce qu'on sait très très bien les déficits budgétaires qu'il y en a, mais au niveau du privé, il y a une bonne quote-part de financement à avoir par rapport à la recherche scientifique. Donc, le manque qu'on a au Maroc, c'est l'intégration entre le monde universitaire et entre le monde industriel et professionnel. Il est inconcevable aujourd'hui, si on fait une réévaluation de l'impact scientifique on va dire, sur la pandémie, de ne pas intégrer cette dimension de réflexion qui est très importante pour le reste. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on est sur la Covid-19. Je ne sais pas demain qu'est-ce qu'il y aurait par la suite. Il faudrait qu'on se prépare financièrement, qu'on se prépare politiquement pour avoir notre propre recherche à nous, parce qu'on a des compétences pour la faire. Il faudrait uniquement que les acteurs y adhèrent et qu'on cherche la balance Très bien. entre l'utilité scientifique et l'utilité économique dans ce sens. Mais encore faut-il garder justement ces cerveaux marocains, et cela peut être aussi une raison et une bonne motivation pour garder ces cerveaux marocains ici au Maroc pour développer, n'est-ce pas, cette recherche scientifique. Merci beaucoup, professeur Karim Ghasmi, directeur du laboratoire d'analyse marketing et stratégique des organisations de l'ENCG Casablanca. Merci à vous d'avoir répondu aux questions de Média TV. C'est moi, madame. Tout de suite, la seconde partie de questions. Et je vous laisse d'abord avec les principales annonces du Haut-Commissariat au Plan au sujet de l'indice des prix à la consommation au titre de l'année 2020. C'est un récit de Ala Menani. L'indice des prix à la consommation annuel a enregistré au terme de 2020 une augmentation de 0,7% par rapport à 2019. C'est ce qu'a indiqué le Haut-Commissariat au Plan tout récemment dans une note d'information. Cette hausse résulte de l'augmentation de l'indice des produits alimentaires de 0,9% et de celui des produits non alimentaires de 0,5%. Les variations enregistrées pour les produits non alimentaires vont d'une baisse de 1,6% pour le transport à une hausse de 2,7% pour l'enseignement. Enfin, par ville, les hausses les plus importantes de l'indice des prix à la consommation annuelle ont été enregistrées à Guilmim avec 2,1%, à Bnimlal avec 1,3% et enfin à Tanger et Laayoune avec 1%. Banque al-Maghreb prévoit, elle, une inflation quasi stable en 2021 en maintenant une stabilité à 0,7% avant d'atteindre 1,3% en 2022. Et pour analyser cette situation, j'ai le plaisir d'accueillir depuis Casablanca Yasser Temsamani, économiste et chercheur affilié à l'Observatoire français des conjonctures économiques. Bonsoir Yasser Temsamani. Bonsoir, merci de votre invitation. Merci à vous de l'accepter. Bon, alors, donc l'inflation enfle. Quels sont les risques d'une hausse de l'inflation à court et moyen terme, Yasser Temsamani? À mon avis, en tout cas, cette question ne se pose pas. Ça relève de la question d'inflation liée
à l'injection des liquidités. C'est ça, c'est de là que viennent les craintes de certains observateurs. Cette question ne se pose pas. Le lien entre la liquidité et l'inflation a été laissé de côté depuis un certain temps, même dans la doctrine actuelle des banques centrales. Leur réaction, c'est par rapport à l'inflation, en tout cas leur intervention, sont basées sur l'inflation anticipée. Ce qui fait que l'injection ou pas de liquidité dépend du niveau d'inflation anticipée. Donc la causalité, elle est plutôt inverse. Ça ne passe pas de liquidité vers l'inflation, mais plutôt de l'inflation du monde réel, des tensions sur le marché vers l'injection ou non de liquidité. Voilà, donc l'origine monétaire de l'inflation, à mon avis, c'est de l'histoire ancienne. Et il n'y a pas lieu de craindre une remontée de l'inflation au Maroc. Si vous voulez. Oui, pardon. Pourtant, souvent, selon nombre d'analystes, eh bien, c'est très corrélé. Le fait que les banques centrales injectent des liquidités dans l'économie fait que l'inflation augmente de manière systématique. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas le cas du Maroc? Alors, si oui, où situeriez-vous l'intervention de Banque El Maghreb par rapport à d'autres banques centrales, soit-elles par exemple européennes? Je donnerai peut-être 2 exemples contradictoires, ou celle du Japon. Est-ce qu'on peut se situer plus vers celle japonaise ou européenne? Oui, en fait, l'inflation et les liquidités sont corrélées, mais ce qu'on dit toujours à nos étudiants, corrélation n'est pas causalité. Et du coup, c'est plutôt les liquidités, l'injection des liquidités qui s'adaptent au niveau d'inflation. Et on le voit bien dans les réactions, en tout cas dans la règle de décision de la Banque centrale. Je me répète peut-être, mais c'est bien de marteler là-dessus. La réaction de la Banque centrale dépend, entre autres, il y a d'autres variables, mais il y a aussi l'inflation et l'inflation anticipée. Mais si on pousse un petit peu la réflexion plus loin, et on suppose que vraiment l'injection des liquidités pourrait se traduire par une augmentation, en tout cas une augmentation de niveau général des prix. Ça suppose quoi en fait? Il y a tellement d'hypothèses pour passer des liquidités à l'inflation qui doivent se réaliser, se vérifier pour que ça soit vrai. Par exemple, il faut qu'une injection de liquidité, ça se traduit par une baisse des taux d'intérêt débiteurs au niveau des banques. C'est-à-dire que la Banque centrale intervient d'une manière expansionniste, il injecte de liquidité. Il faut que les banques commerciales jouent le jeu et traduisent cette abondance de liquidité sur leur taux débiteur. C'est-à-dire qu'ils doivent baisser le coût de crédit. Et donc voilà la première hypothèse qui est... À mon avis, en fait, je crois que les autorités monétaires galèrent pour faire vérifier, en tout cas pour imposer ce lien. Et puis, il y a la deuxième hypothèse, c'est que cette baisse de coût de crédit, ça se traduit par une demande de crédit plus élevée en vue d'investir. Et donc, ce qui suppose que l'investissement au Maroc dépend du coût de crédit, alors que c'est non, l'investissement au Maroc dépend plutôt, d'abord l'investissement privé dépend plutôt de l'investissement public, ça c'est de 1, et surtout, l'investissement privé dépend des perspectives de croissance. Je suis investisseur, si je ne m'assure pas des débouchés de mon projet, de ce que je vais produire, je ne vais pas investir. Et donc, vous voyez, c'est difficile de lier l'inflation à l'injection de liquidités, même si on va dans ce sens, mais même si on l'accepte théoriquement. Ça serait difficile qu'il se vérifie dans le cas du Maroc. Oui, alors... Deuxième partie de... Pardon. Allez-y, je vous laisse finir peut-être cette deuxième partie. Je voulais juste revenir sur la deuxième partie de votre question par rapport à l'intervention en tout cas de la Banque centrale au Maroc et en vue d'amortir le choc de la crise. Bon, voilà, c'est très bien. En tout cas, tout le monde, les banques centrales du monde entier adoptent aujourd'hui des politiques expansionnistes. Il y en a qui osent plus, qui vont vers des politiques dites non conventionnelles, c'est-à-dire qui interviennent directement au niveau des marchés pour acheter de la dette privée et publique.
Or, au Maroc, on est toujours dans la politique monétaire conventionnelle qui passe via les banques commerciales. Mais peu importe, la question n'est pas là, est-ce qu'il est conventionnel ou non conventionnel. Le fait est que dans une période de crise, dans une période où l'incertitude atteint son paroxysme, l'injection de liquidité, la politique monétaire devient inefficace. C'est-à-dire, il est beau d'injecter de liquidité, si les gens ne consomment pas, si les gens, en tout cas, c'est les ménages, commencent à faire de l'épargne de précaution, parce qu'ils savent ce qu'ils savent pas, ils n'ont pas une visibilité sur ce que ça va devenir leur situation sur le marché de travail, ils vont commencer à réduire, ils vont commencer à amortir, en tout cas pour les gens qui peuvent, ils vont commencer à amortir, à réduire leur consommation et augmenter leur épargne de précaution. Ça, c'est du côté des ménages. Le même comportement, on va l'observer du niveau des investisseurs. Lorsqu'en tout cas l'incertitude est élevée, ils n'ont pas de visibilité sur l'avenir de leur investissement. C'est déjà le cas et on remarque déjà aujourd'hui auprès des investisseurs et autres entrepreneurs marocains. Oui, ils vont arrêter d'investir et du coup, ce qui fait que la politique monétaire, c'est-à-dire c'est pas la faute de la Banque centrale, c'est la situation qui fait que la politique monétaire est inefficace. Et donc le seul levier qui reste à court terme, c'est la politique budgétaire. C'est le gouvernement, c'est le Trésor. Et là, on est un peu déçu lorsqu'on lit la loi de finances 2021. On s'attend à une politique de relance, mais vraiment réelle. Et ce qu'on s'aperçoit, en tout cas ce qui est prévu dans la loi de finances 2021, c'est une certaine stabilisation des recettes fiscales, mais une baisse d'investissement public en point de PIB. Et c'est vraiment, c'est le contraire, c'est exactement le contraire qu'il faut faire. C'est un autre débat sur le déficit, mais on est un peu déçus au niveau de la politique budgétaire. On s'attendait qu'il soit plus percutante et il s'implique davantage dans la régulation et le lissage du cycle économique. Alors, lissage de cycle économique, relance de l'économie. Et je voudrais également revenir avec vous sur ce rôle, n'est-ce pas, de l'État d'un côté, mais aussi de la Banque centrale. Et ce débat, vous avez parlé tout à l'heure d'un débat sur l'inflation, mais je voudrais revenir sur l'autre débat qui ne date pas d'aujourd'hui, sur la poursuite de la politique actuelle basée sur la maîtrise de l'inflation. Alors, on a d'un côté ceux qui encouragent à laisser filer le taux d'inflation pour faciliter justement l'enclenchement, n'est-ce pas, d'une nouvelle dynamique économique. Et d'un autre côté, le financement plus facile, donc, et pour faire marcher, n'est-ce pas, cette machine économique. Quelle est aujourd'hui, selon vous, l'approche la plus appropriée pour le cas Maroc, en tenant compte de la conjoncture, de cette incertitude et de ces temps inédits que nous avons vécus et que nous vivons toujours? Oui, en tout cas, un peu d'inflation, ça fait du bien à l'économie, toujours. Ça fait du bien à l'économie parce que, pour revenir terre à terre, le taux d'inflation, en tout cas l'augmentation du taux d'inflation, c'est l'augmentation un peu généralisée des prix ou une augmentation des prix sur certains marchés qui se répercute avec un phénomène d'indexation qui se répercute sur d'autres marchés et on aura une augmentation des prix généralisée. Ça, c'est un peu positif, voire souhaitable, un peu plus d'inflation. La première raison, elle est purement économique parce que l'augmentation de prix, ça veut dire une augmentation des marges des investisseurs, donc ça va les inciter à investir davantage. D'autre part aussi, l'augmentation, en tout cas générale des prix, l'inflation, il a un rôle redistributif, il réduit les inégalités, ça veut dire l'augmentation des prix permet de réduire le poids de la dette, et donc au détriment des créanciers. Et donc on a un effet redistributif entre créanciers et emprunteurs. Et puis une inflation un peu plus élevée, 2%, voire plus, c'est un signe du surchoc, c'est un signe que la machine est bien rouillée, la machine tourne bien et c'est plutôt positif. Sauf que l'inflation ne se décrète pas. On a l'exemple du Japon, il a passé plus de 15 ans avec une inflation des fois négative, en fait un taux d'inflation ou déflation qui est plutôt négatif ou proche de zéro. Et donc, c'est difficile de dire qu'il suffit de faire telle ou telle politique pour
pour créer de l'inflation. Et notamment dans le cas du Maroc, le retour de l'inflation est vraiment très, très éloigné. Et si on revient aux fondamentaux de l'économie, parce que vraiment l'une des composantes, en tout cas la composante importante de l'inflation, c'est ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente. C'est l'inflation qui traduit les tensions au sein de l'économie et sur les tensions sur les marchés, c'est-à-dire l'écart entre l'offre et la demande. Et à haut niveau là, si on prend un marché important, c'est le marché du travail, on a un chômage très élevé, en tout cas officiellement, il était avant la crise de 9-10%, mais on arrive à trouver des taux encore multipliés par 2, voire 2,5, plus élevés que ça. Ça veut dire que le fait qu'il y aurait des tensions qui vont se traduire par des réclamations de hausse salaire, et cette augmentation de salaire se traduit par une augmentation de coûts de production et donc in fine, par une augmentation de prix. Ce schéma il n'est pas envisageable dans le cas du Maroc. Donc je crois le débat sur l'inflation, à mon avis, c'est un hors-sujet, tout simplement. Très bien. Mais il fallait en parler quand même, parce qu'il crée le débat, même s'il est hors sujet, comme vous le pensez en tout cas. Mais vous l'avez bien analysé, Yasser Temsamani, en notre compagnie ce soir. Et d'ailleurs, je vous en remercie. Merci pour votre participation avec nous ce soir. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de Questions Écho. Très bonne soirée à tous.